Madame, votre fille affirme que vous n'êtes plus en mesure de prendre des décisions cohérentes. La phrase est tombée comme une dalle. Froide, lourde, définitive. Elle a résonné dans la salle d'audience, trop blanche, trop calme. Je me tenais droite, les mains posées sur mes genoux, mais à l'intérieur, tout vacillait. J'ai tourné lentement la tête vers elle. Ma fille. Mon enfant. Celle que j'avais portée, soignée, protégée, même quand elle me rejetait. Elle n'a pas croisé mon regard. Elle parle de comportements incohérents, de propos confus, d'oublis répétés, a poursuivi l'avocat en feuilletant son dossier. Elle évoque une possible folie. Oh, le mot a traversé l'air comme une gifle. Folie. Je l'ai senti me heurter la poitrine, s'y enfoncer, y laisser une brûlure sourde. J'ai voulu parler. Aucun son n'est sorti. Mon corps était là, mais ma voix s'était retirée, comme si elle refusait d'obéir à une accusation aussi violente. Le juge m'a regardé. Longuement. Pas avec suspicion. Pas avec pitié. Avec cette attention particulière que seuls ceux qui ont l'habitude des beaux mensonges savent accorder. Madame, Aatia, il dit calmement, avez-vous quelque chose à ajouter avant que nous poursuivions? Je me suis levée. Lentement. Chaque geste me demandait un effort immense. Mes jambes tremblaient, mais je tenais. Je savais que tout se jouait là. Pas seulement une procédure, pas seulement une décision, ma dignité. Je ne suis pas folle, ai-je dit. Ma voix était basse, mais claire. Je suis une mère qu'on essaie de faire taire. Un murmure a parcouru la salle. Ma fille a serré les mâchoires. Elle avait préparé cette scène. Elle avait choisi ses mots, ses témoins, ses certificats. Elle avait construit un récit dans lequel je devenais un problème à gérer. Une entrave. Un risque. Quelques heures plus tôt, je n'imaginais pas me retrouver ici. Tout avait commencé par une discussion anodine, autour d'un document à signer. Une procuration, disait à elle. Pour t'aider, ajoutait à elle. J'avais demandé du temps. J'avais voulu lire. Comprendre. Ce simple refus avait suffi à déclencher la machine. Tu deviens parano, m'avait à elle lancé. Tu vois le mal partout. Puis les messages. Les appels. Les inquiétudes feintes. Maman, on se fait du souci pour toi. Et enfin, cette convocation. Officielle. Glaciale. Une audience pour évaluer ma capacité à gérer mes affaires. Comme si toute une vie pouvait se résumer à quelques lignes médicales, soigneusement sélectionnées. Dans la salle, je sentais les regards peser sur moi. Certains curieux. D'autres déjà convaincus. On aime tant les histoires simples. Une vieille femme qui perd la tête. Une fille courageuse qui agit pour son bien. C'est un récit rassurant. Il permet de ne pas poser trop de questions. Le juge a demandé les pièces, les attestations, les témoignages. Ma fille parlait vite. Trop vite. Elle décrivait des scènes sorties de leur contexte, des oublis banals transformés en signes alarmants. Elle parlait de moi comme d'un dossier, pas comme d'une mère. Je l'écoutais. Et à mesure qu'elle parlait, une certitude étrange s'installait en moi. Ce n'était pas la peur qui dominait, c'était la lucidité. Je comprenais enfin jusqu'où elle était prête à aller. Jusqu'à me faire passer pour folle, si cela lui permettait de décider à ma place. Quand ce fut mon tour, je n'ai pas cherché à me défendre point par point. Je savais que la vérité ne se trouve pas toujours dans la contradiction immédiate. Elle se révèle autrement. J'ai refusé de signer un document sans le comprendre, et ai-je dit. Depuis, on parle de ma santé mentale. Le silence est tombé. Épais. Presque respectueux. Le juge a pris des notes. Il ne me quittait pas des yeux. Je suis ici parce que j'ai dit non, et ai-je ajouté. Et parce que ce non dérange. À cet instant précis, j'ai senti quelque chose se produire. Un léger déplacement. Comme si la pièce changeait d'axe. Comme si le récit commençait à se fissurer. Je ne savais pas encore ce que le juge déciderait, mais je savais une chose. Il écoutait. Vraiment. Ma fille a baissé les yeux. Juste une seconde de trop. Je l'ai vue. Et j'ai compris que, quelle que soit l'issue, elle ne pourrait plus faire comme si rien ne s'était passé. Ce jour-là, accusée de folie par ma propre fille, je me tenais devant un juge, fatiguée, blessée, mais intacte. Et au fond de moi,
une conviction nouvelle prenait forme. La vérité n'a pas besoin de crier pour être entendue. Parfois, il suffit qu'un regard voie clair. Avant cette salle d'audience, avant le mot folie jeté comme une pierre, il y avait une vie ordinaire, patiemment construite. Une vie que j'avais crue solide, parce qu'elle reposait sur le don de soi. J'avais appris très tôt à confondre l'amour avec l'effacement, la protection avec le silence. Et pendant longtemps, cela avait semblé fonctionner. Ma fille est née un matin d'hiver, dans une maternité où les couloirs sentaient le désinfectant et le café froid. Je me souviens de son cri, aigu, décidé, comme si elle annonçait déjà sa présence au monde. Je l'ai aimée immédiatement, d'un amour sans condition, de celui qui ne pose pas de questions. J'ai promis, ce jour-là, de ne jamais lui manquer. Je n'ai pas mesuré le poids de cette promesse. Les années ont passé dans un enchaînement de gestes simples. Préparer les repas, accompagner à l'école, écouter les chagrins, encourager les rêves. J'étais là, toujours. Même quand j'étais fatiguée, même quand je doutais, son père était plus réservé, plus strict. Je compensais. Je croyais bien faire. Je croyais protéger un équilibre fragile. Quand elle est devenue adolescente, les tensions ont commencé. Rien d'extraordinaire. Pensée à jeu. Des portes qui claquent. Des silences. Des reproches à peine voilés. Je mettais cela sur le compte de l'âge. Je continuais d'arrondir les angles, de justifier, d'excuser. J'étais persuadée que l'amour suffisait à tout traverser. À l'âge adulte, elle a pris son indépendance rapidement. Études, travail, nouvelles fréquentations. Elle voulait décider, choisir, avancer. J'étais fière d'elle. Je l'aidais quand elle le demandait. Financièrement parfois, moralement souvent. Je ne comptais pas. Une mère ne compte pas, me disais-je. Puis il y a eu les premières inversions. Subtiles. Des conseils non sollicités. Des remarques sur ma manière de gérer mes affaires. Tu devrais simplifier, disais à elle. Tu te fatigues pour rien. Je souriais. Je pensais qu'elle s'inquiétait. Tout simplement. Je ne voyais pas encore le glissement. Après la mort de son père, notre relation a changé de nature. Elle s'est rapprochée, mais d'une façon différente. Plus directive. Elle proposait d'organiser, de centraliser, de m'aider. Je la laissais faire, reconnaissante de sa présence. Je n'avais pas compris que, pour elle, l'aide devenait un pouvoir. Je continuais à vivre seule, à gérer mon quotidien. J'avais mes habitudes, mes repères. Rien d'extraordinaire, mais rien d'alarmant non plus. Quelques oublis, comme tout le monde. Une fatigue normale. Pourtant, ses remarques se faisaient plus insistantes. Tu es sûre de te souvenir? Tu ne crois pas que tu exagères? Je me souviens d'un dîner où elle a ri doucement après que je racontais une anecdote ancienne. Tu radotes, avait-elle dit, devant d'autres. J'avais ri avec elle, par réflexe. Mais quelque chose s'était fissuré. Une gêne. Une honte légère, mais persistante. Comme si ma parole devenait moins fiable, moins légitime. Je n'ai rien dit. J'ai continué. Comme toujours. J'avais trop peur de la blesser, de créer un conflit, de paraître ingrate. J'avais appris que le calme se paye parfois au prix de soi. Et j'étais prête à payer, sans même m'en rendre compte. Ce passé, aujourd'hui, je le regarde autrement. Je vois les signes que j'ai ignorés, les limites que je n'ai pas posées. Non par faiblesse, mais par amour mal compris. J'ai voulu être une bonne mère. J'ai oublié que cela n'implique pas de disparaître. Quand je repense à cette vie d'avant, je n'éprouve ni rancœur ni regret excessif. J'éprouve une lucidité tardive. Celle qui permet de relier les points, de comprendre comment on en arrive, un jour, à devoir prouver sa raison devant un juge. Cette vie d'avant n'était pas un mensonge. Elle était incomplète. Et ce manque, lentement, a préparé le terrain à l'accusation la plus violente qui soit, celle qui nie votre capacité à être vous-même. Je ne le savais pas encore, mais ce passé allait devenir un élément central de ce qui allait suivre. Non pour me condamner, pour m'éclairer. Les premiers signes n'ont pas été spectaculaires. Ils se sont glissés dans le quotidien, avec la discrétion de ce qui se veut raisonnable. Rien qui mérite un scandale. Rien qui justifie une plainte. Juste une suite de petites humiliations, assez subtiles pour passer pour de la sollicitude, assez répétées pour finir par laisser des traces. Tout a commencé par des corrections.
Des détails, disait à elle. Ce n'est pas comme ça que tu l'as raconté. Tu te trompes de date. Au début, je souriais. J'acceptais l'idée que ma mémoire puisse flancher parfois. Qui n'oublie pas? Mais ces rectifications prenaient de plus en plus de place. Elles interrompaient mes phrases, elles s'imposaient devant les autres. Et peu à peu, je me suis mise à douter de moi avant même de parler. Puis il y a eu les décisions prises pour mon bien. Elle choisissait les rendez-vous, proposait de trier mes papiers, suggérait de centraliser mes comptes. C'est plus simple, disait à elle. Tu verras, ça te soulagera. Je me laissais faire, par fatigue autant que par confiance. Je pensais encore que l'aide n'a rien à voir avec le contrôle. Un jour, elle a déplacé un objet auquel je tenais. Une broutille, aux yeux de tous. Quand je l'ai cherchée, elle a haussé les épaules. Tu l'as sûrement oublié quelque part. Cette phrase, prononcée avec un sourire doux, m'a sévé la poitrine. Ce n'était pas l'objet. C'était l'insinuation. Comme si ma parole devenait approximative par nature. Les humiliations les plus douloureuses avaient lieu devant d'autres. Un voisin, un ami, un parent éloigné. Maman se répète un peu ces temps assis. Il faut la surveiller. Toujours sur le ton de la plaisanterie, toujours enveloppée d'inquiétudes feintes. Je riais avec eux, pour ne pas créer de malaise. Mais chaque rire me coûtait un peu plus. Je me suis surprise à préparer mes phrases à l'avance, à vérifier mentalement les dates, les noms, les faits, avant de les prononcer, à m'excuser avant même d'avoir parlé. Si je me trompe. Cette précaution permanente me fatiguait. Elle me donnait l'impression d'être en examen constant, comme si ma crédibilité avait une date de péremption. Quand j'essayais de lui parler de ce malaise, elle me répondait avec douceur. Tu t'inquiètes trop. Tu interprètes. Ses réponses étaient impeccables. Elle renvoyait toujours le problème vers moi. Et comme je n'avais pas envie de passer pour ingrate ou paranoïaque, je me taisais. Il y a eu aussi ces moments où elle prenait des décisions sans me consulter, puis me les annonçait comme des évidences. J'ai parlé au médecin. J'ai expliqué la situation. Quelle situation? Elle ne précisait jamais. Et quand je demandais, elle soupirait, comme si je compliquais inutilement les choses. Le plus insidieux, c'était la manière dont mon entourage commençait à me regarder différemment, avec une pointe d'inquiétude, de condescendance, parfois. Ils avaient entendu son récit, répété, ajusté, rendu crédible par sa constance. Un récit où je devenais fragile, confuse, à protéger d'elle-même. Et moi, je continuais de jouer mon rôle, celui de la mère compréhensive, qui ne fait pas de vagues. Je me souviens d'un après-midi précis. Nous étions seuls. Je lui ai dit que je souhaitais continuer à gérer mes affaires tant que je le pouvais. Elle m'a regardé longuement, puis elle a répondu « On verra ». Ce « on verra » n'était pas une promesse. C'était une suspension. Une manière de me rappeler que, pour elle, ma capacité à décider était déjà en sursis. Ces petites humiliations n'étaient pas violentes. Elles étaient corrosives. Elles rongeaient la confiance lentement, méthodiquement. Elles m'isolaient, sans m'exclure ouvertement. Et c'est ce qui les rendait si efficaces. Comment se défendre contre ce qui se présente comme de l'amour? Avec le recul, je vois à quel point ce terrain était préparé. Quand, plus tard, elle a parlé de folie, elle n'a fait que pousser à l'extrême une image qu'elle construisait depuis longtemps. Une image crédible, parce qu'elle avait été nourrie de détails, de remarques, de sourires apparemment bienveillants. À ce stade, je n'avais encore rien compris de la stratégie globale. Je sentais seulement que quelque chose m'échappait, que ma place se réduisait, que ma voix, sans disparaître complètement, devenait plus fragile, plus contestable. Je ne savais pas encore que ces petites humiliations serviraient de fondation à une accusation bien plus grave. Mais je savais déjà une chose. Ce que je vivais n'était pas une simple inquiétude filiale. C'était un glissement. Et ce glissement, silencieux et continu, me conduisait droit vers un point de rupture. La goutte d'eau n'a pas été un cri, ni une insulte. Elle a pris la forme d'un papier posé devant moi, un matin, sur la table de la cuisine. Une feuille blanche, au vocabulaire rassurant, presque bienveillant. Mandat de protection future, était à il écrit en haut. Ma fille a parlé doucement, comme on parle à quelqu'un que l'on veut ménager. C'est pour t'éviter des soucis plus tard, a hâté à elle dit. Au cas où, au cas où. Ces mots flottaient entre nous. L'eau au-dessous a entendu. J'ai lu le document. Lentement.
Chaque ligne me donnait l'impression de disparaître un peu plus. On y parlait de délégation, de représentation, de décisions prises dans mon intérêt si je n'étais plus en mesure de le faire moi-même. Et cette incapacité future était présentée comme une évidence, presque une certitude. Je préfère réfléchir. Ai-je répondu. Son visage s'est fermé. Pas brutalement. Par un léger raidissement des traits, imperceptible pour qui ne la connaissait pas. Tu vois, AATAL murmurait, c'est exactement de ça que je parle. Tu refuses toujours quand on essaie de t'aider. Cette phrase a été un déclic. Je n'étais plus une mère prudente. J'étais devenue, à ses yeux, un obstacle. Mon refus n'était pas une opinion. C'était un symptôme. Le lendemain, elle a appelé mon médecin traitant, sans me prévenir. Elle lui a parlé de mes oublis, de mes répétitions, de mes suspicions croissantes. Quand je l'ai appris, quelque chose s'est brisé en moi. Pas la confiance, elle était déjà fragilisée. C'est le sentiment de sécurité qui s'est effondré. Tu n'avais pas le droit, lui ai-je dit. Si, justement, a-t-elle répliqué. Je suis ta fille. Cette affirmation m'a glacée. Comme si ce lien, que j'avais nourri toute ma vie, devenait soudain une autorisation à décider sans moi. À parler à ma place. À interpréter mes comportements selon un récit qui n'était plus le mien. La situation s'est accélérée. Des rendez-vous ont été pris, des attestations demandées. On me posait des questions étranges, orientées. Est-ce que vous vous sentez parfois confuse? Avez-vous peur de faire des erreurs? J'avais l'impression d'être observée, évaluée, réduite à une liste de symptômes potentiels. Quand j'ai refusé de signer le mandat, ma fille n'a pas insisté. Elle a souri. Un sourire calme, presque soulagé. Alors on fera autrement, a-t-elle dit. 2 semaines plus tard, j'ai reçu la convocation. Officielle. Une audience pour examiner ma capacité à gérer mes affaires. Le mot folie n'était pas écrit noir sur blanc. Mais il était là, partout, entre les lignes. Il donnait sens à tout le reste. Ce qui rendait l'acte insupportable, ce n'était pas seulement la procédure. C'était la trahison tranquille qui l'accompagnait. L'idée que ma fille, celle pour qui j'avais tout fait, utilisait désormais le langage de la protection pour m'exclure. Qu'elle transformait mes refus en preuves, mes précautions en pathologie. Je me suis assise, ce soir-là, avec la convocation entre les mains. Je n'ai pas pleuré. J'ai relu chaque phrase. J'ai compris que je n'étais plus face à un malentendu. J'étais face à une stratégie. Une stratégie légale, propre, presque irréprochable en apparence, mais profondément injuste. C'est à ce moment précis que j'ai décidé de ne plus subir. Pas de me battre violemment. Pas d'accuser. Mais de ne plus coopérer avec un récit qui me niait. Je n'allais pas prouver que j'étais une bonne mère. Je n'allais pas supplier pour être crue. J'allais simplement exister, avec calme et constance. La goutte d'eau, ce n'était pas la convocation. C'était la certitude que, si je me taisais encore, on parlerait définitivement à ma place. Et cette fois, je ne laisserai personne décider qui j'étais. Après la convocation, le temps a pris une texture étrange. Les journées s'étiraient, lourdes, tandis que les nuits devenaient des espaces trop vastes pour mes pensées. Je dormais peu. Ou plutôt, je m'assoupissais par fragments, réveillée par la même question, insistante. Comment en sommes-nous arrivés là? Je me suis assise face à mes souvenirs, comme on s'assoit devant un miroir qu'on a longtemps évité. Pas pour m'accuser, pour comprendre. J'ai revu les moments où j'avais cédé sans m'en rendre compte. Les fois où j'avais accepté une remarque blessante, sous prétexte de paix. Les silences que j'avais justifiés par l'amour. Rien de spectaculaire. Une suite de petites concessions qui, mises bout à bout, avaient tracé un chemin que je n'avais pas choisi consciemment. Je priais parfois. Pas pour que la situation se résolve comme par miracle, mais pour garder la clarté, pour ne pas me perdre dans la colère. La colère m'aurait affaibli. Je le sentais. Elle aurait servi le récit que l'on construisait contre moi. Je devais rester calme, présente, cohérente. Pas parfaite, humaine. Je me suis demandé si j'avais réellement douté de ma raison. La réponse m'a surprise. Oui, par moments. Pas au point de me croire folle, mais suffisamment pour hésiter avant de faire confiance à mes propres sensations. C'était là le cœur du problème. Quand quelqu'un que vous aimez insinue, jour après jour, que votre perception est défaillante, le doute s'installe,
même chez les plus solides. J'ai alors entrepris un travail simple, presque méthodique. J'ai noté les dates, les faits, les conversations. Pas pour constituer une arme, mais pour m'ancrer. Écrire me permettait de vérifier que ce que je vivais avait une continuité, une logique. Que ce n'était pas une impression isolée, mais une suite d'événements cohérents. Mais cette relecture quotidienne m'a rendue plus sereine. Je me suis aussi interrogée sur ma peur. Peur de perdre ma fille. Peur d'être seule. Peur d'être jugée. Ces peurs étaient anciennes. Elles avaient longtemps guidé mes choix. Je les reconnaissais enfin pour ce qu'elles étaient. Des forces puissantes, mais pas des guides fiables. Les suivre aveuglément m'avait mené exactement là où je ne voulais pas aller. Il y a eu des moments de tristesse profonde. L'idée qu'un lien aussi intime puisse se transformer en procédure me faisait mal physiquement. Mais cette tristesse n'était plus paralysante. Elle cohabitait avec une détermination nouvelle. Je n'avais pas besoin de convaincre tout le monde. J'avais besoin de ne plus me contredire. Un matin, en me levant, j'ai ressenti une évidence tranquille. Je n'avais rien à prouver quant à ma valeur, ni comme mère, ni comme personne. La procédure judiciaire chercherait des éléments objectifs. Je pouvais les fournir. Mais mon existence ne se résumait pas à un dossier, et cette certitude me donnait une force calme. Je me suis préparé intérieurement à ce qui viendrait. Pas en imaginant des scénarios, mais en travaillant mon positionnement. Répondre quand c'est nécessaire. Me taire quand c'est stratégique. Ne pas me justifier inutilement. Cette discipline intérieure était nouvelle pour moi. Elle demandait de l'attention, de la patience, mais elle me rendait plus solide à chaque jour. J'ai compris que l'introspection n'était pas un repli. C'était une préparation. Une manière de nettoyer ce qui brouillait ma voie. D'écarter les doutes induits. De revenir à l'essentiel. Je savais qui j'étais. Je connaissais mes limites. Et je savais reconnaître une injustice quand elle se présentait. Cette prise de conscience ne m'a pas rendu dure. Elle m'a rendu claire. Et cette clarté allait être décisive pour la suite. Parce qu'au-delà des mots, des attestations et des audiences, ce que je portais désormais ne pouvait plus être confondu avec de la folie. C'était une lucidité tardive, peut-être. Mais elle était entière. Je n'ai pas cherché un allié pour attaquer ma fille. J'ai cherché un cadre pour me tenir droite. La préparation a commencé ainsi, sans bruit, sans déclaration. J'ai pris rendez-vous avec un avocat recommandé par une connaissance lointaine. Pas un ami, quelqu'un de neutre, de méthodique. Je voulais des faits, pas du réconfort. Dans son cabinet, j'ai raconté calmement. Les phrases exactes, les dates, les documents, il m'a écouté sans m'interrompre, notant peu. Puis il a levé les yeux. Ce que vous décrivez n'est pas une folie, a-il dit. C'est un conflit d'intérêt déguisé en protection. Cette phrase a posé les choses. Elle n'excusait personne. Elle clarifiait. Il m'a expliqué la procédure, les droits, les risques, l'expertise médicale éventuelle, et le rôle du juge, les critères observés. Tout était précis, presque austère. Et cette austérité m'a rassurée. La loi n'a pas besoin d'émotions pour fonctionner. Je ne suis préparée comme on se prépare à une traversée longue. J'ai rassemblé mes documents. Relevés bancaires, courrier, attestation, preuves de gestion régulière. Rien d'extraordinaire. Juste la continuité d'une vie autonome. J'ai classé, daté, ordonné. Chaque geste me rendait un peu plus stable. J'ai aussi pris soin de moi. Pas pour paraître forte, mais pour l'être réellement. J'ai établi des routines simples. Heures de sommeil régulières, promenade quotidienne, repas légers. Le corps devait suivre l'esprit. Je savais que la moindre fatigue excessive serait interprétée. Je ne voulais pas jouer à ce jeu-là. Je voulais être moi, simplement. Avec ma fille, j'ai limité les échanges. Je répondais aux messages nécessaires, sans justification. Bien reçu. Je prends note. Pas de débat. Pas d'argument émotionnel. Cette retenue était difficile. Elle allait à l'encontre de mon réflexe maternel. Mais je savais qu'expliquer serait se placer en position défensive. Je n'étais plus dans la défense. J'étais dans l'affirmation calme. J'ai préparé mon récit. Pas une histoire larmoyante.
Un fil clair. J'ai refusé de signer. Une procédure a été engagée. Je gère mes affaires. Je souhaite continuer. Rien de plus. J'ai répété ces phrases à voix haute, pour qu'elles soient naturelles, non tremblées. Je voulais parler lentement, précisément. Ne rien ajouter d'inutile. L'avocat m'a conseillé de ne pas attaquer ma fille, de ne pas chercher à démontrer ses intentions. Le juge observe surtout la cohérence. Ma ATAIS dit. Il regarde comment vous vivez, comment vous répondez, comment vous tenez. Cette approche m'a convenu. Je ne voulais pas transformer ce moment en règlement de compte. Je voulais que la vérité apparaisse par contraste. J'ai accepté l'idée de l'expertise médicale, si elle était demandée. Sans défiance, sans peur excessive. Je savais ce que je gilais. Je savais ce que je n'étais pas. Cette acceptation m'a libérée d'une angoisse sourde. Quand on n'a rien à cacher, on peut regarder les procédures en face. Les jours précédant l'audience, j'ai senti la tension monter. Pas une panique. Une vigilance accrue. Je notais mes pensées pour qu'elles ne tournent pas en boucle. Je respirais lentement. Je me rappelais que je n'étais pas seule contre le monde. J'étais une citoyenne face à une institution. Et cette institution avait ses règles. Je me suis aussi préparée à l'après. Quelle que soit l'issue, j'ai envisagé les scénarios sans m'y attacher. Continuer à vivre seule, adapter certaines choses si nécessaire, refuser toute mesure disproportionnée. Cette projection m'a donné une solidité inattendue. Je n'étais pas suspendue à un verdict comme à une sentence. Je traversais un processus. Le plus difficile a été de renoncer à convaincre. Convaincre ma fille. Convaincre les proches. Convaincre l'opinion. J'ai compris que convaincre n'était pas mon rôle. Être claire, oui. Être constante, oui. Convaincre, non. La clarté, avec le temps, suffit. La veille de l'audience, je me suis assise en silence. J'ai relu mes notes. Puis je les ai rangées. Je n'avais plus besoin de m'y accrocher. Ce que j'avais préparé n'était pas un arsenal. C'était une colonne vertébrale. Je n'avais pas repris le pouvoir. J'avais repris le droit de me tenir debout. Le jour de l'audience est arrivé sans fracas. Pas de coup de théâtre à l'entrée du tribunal. Pas de scène dramatique. Seulement ce bâtiment austère, familier à tant d'histoires humaines, et ce sentiment étrange d'être à la fois très petite et parfaitement à ma place. J'avais mal dormi, mais mon esprit était clair. Je savais pourquoi j'étais là. Ma fille est entrée quelques minutes après moi. Elle ne m'a pas regardée. Son avocat a échangé quelques mots rapides avec elle. Des gestes précis, assurés. Tout, chez elle, semblait maîtrisé. Elle croyait encore tenir le récit. Celui où elle était la fille courageuse, et moi la mère défaillante qu'il fallait encadrer. Quand nous avons pris place, j'ai senti le poids du silence. Le juge est arrivé, dossier sous le bras, visage fermé mais attentif. Il n'a pas levé les yeux immédiatement. Il a lu, longuement. Cette attente était presque plus éprouvante que les accusations elles-mêmes. Je respirais lentement, consciente de chaque inspiration. L'avocat de ma fille a commencé. Il a repris les éléments déjà connus. Inquiétude, oubli supposé, refus de signer, présentés comme des comportements irrationnels. Il parlait avec assurance, enchaînant les phrases comme on déroule un raisonnement logique. C'était bien construit, trop bien. Je reconnaissais là un discours préparé, répété, poli pour convaincre. Puis le juge a levé la tête. Madame, a-t-il dit en regardant ma fille. Pouvez-vous préciser ce qui vous a conduit à penser que votre mère n'était plus en capacité de gérer ses affaires? Elle a répondu sans hésiter. Elle parlait de peur, de responsabilité, d'amour même. Elle utilisait les mots qu'on attend d'elle. Mais quelque chose clochait. Elle parlait beaucoup de ce qu'elle ressentait, très peu de ce que je faisais réellement. Le juge l'a laissé terminer, sans l'interrompre. Quand ce fut mon tour, je me suis levée, lentement. Je n'ai pas regardé ma fille. J'ai regardé le juge. Je suis ici parce que j'ai dit non, et je commençais. Non à un document que je ne comprenais pas. Non à une décision prise sans moi. Ma voix était stable. Je sentais mon cœur battre fort, mais il ne débordait pas dans mes mots. J'ai parlé de ma vie quotidienne, de mes comptes tenus, de mes rendez-vous honorés, de mes décisions assumées. J'ai montré,
Pièce à l'appui, la continuité. Pas une démonstration brillante. Une réalité simple. Le juge m'a posé des questions précises. Sur mes revenus. Sur mes habitudes. Sur ma compréhension des enjeux. J'ai répondu calmement. Je prenais le temps de réfléchir avant chaque réponse. Pas pour gagner du temps, mais pour être exact. Cette exactitude à là semblait l'intéresser davantage que toute autre chose. Puis il a posé une question inattendue à ma fille. Pourquoi avoir engagé une procédure judiciaire plutôt qu'un accompagnement progressif? Elle a hésité. À peine. Mais cette hésitation a suffi. Elle a parlé de l'urgence, de la peur que je fasse une erreur. Le juge a noté quelque chose. Il n'a pas commenté. L'expertise médicale a été évoquée. Le juge a lu le rapport. Il a relevé que rien ne justifiait une incapacité générale. Des fragilités normales liées à l'âge? Oui. Une folie? Non. Le mot n'a pas été prononcé, mais il a disparu de l'espace. À cet instant précis, j'ai compris que le piège se refermait. Non pas sur moi. Sur le récit construit contre moi. Ce récit qui reposait sur l'émotion, la dramatisation, l'anticipation catastrophique. Face à la constance des faits, il perdait sa force. Le juge a conclu provisoirement. Il a parlé de prudence, de proportionnalité. Il a rappelé que le droit de décider ne se retire pas sur la base d'un désaccord, mais que l'inquiétude, même sincère, ne suffit pas à justifier une mise sous contrôle. Ma fille est restée immobile. Son visage était fermé. Pas effondré, mais figé. Elle comprenait que ce qu'elle croyait évident ne l'était plus. Que l'institution ne validait pas automatiquement le rôle qu'elle s'était attribué. En sortant de la salle, je n'ai ressenti ni triomphe ni vengeance. J'ai ressenti une forme de gravité tranquille. J'avais tenu. Sans crier. Sans accuser. J'avais laissé la réalité parler. Le piège s'était refermé parce que je n'avais plus tenté de m'en extraire en me justifiant sans fin. J'étais restée là. Droite. Lisible. Et parfois, c'est exactement ce qu'il faut pour que la vérité trouve sa place. Après l'audience, rien ne s'est réglé d'un coup. Les décisions provisoires avaient été posées, les mots du juge avaient fait leur chemin, mais la famille, elle, entrait dans une zone de turbulence. Ce qui avait été maintenu par l'habitude et la peur venait de se fissurer. Et quand une fissure apparaît, chacun réagit différemment. Ma fille a cessé de m'écrire pendant plusieurs jours. Pas un message. Pas un appel. Ce silence n'avait rien d'apaisant. Il était lourd, chargé de reproches muets. Je le reconnaissais. Je l'avais moi-même utilisé autrefois, sans en mesurer les dégâts. Cette fois, je ne l'ai pas comblé. J'ai laissé l'espace exister, sans le remplir d'excuses. Les proches ont commencé à prendre position, parfois sans même s'en rendre compte. Certains me téléphonaient pour prendre des nouvelles, d'une voix trop douce pour être neutre. D'autres m'évitaient. J'entendais, par fragments, des versions divergentes de l'histoire. Selon les uns, j'avais été courageuse. Selon les autres, j'avais été dure. Le mot ingrate est même revenu jusqu'à moi, murmuré par quelqu'un qui ne m'avait jamais demandé comment j'allais. Cette polarisation était inévitable. Quand un récit dominant s'effondre, chacun cherche à se raccrocher à une explication qui le rassure. Il est plus confortable de croire qu'une mère est devenue difficile, que d'admettre qu'une fille ait pu aller trop loin. Je ne cherchais pas à corriger ces interprétations. Elle parlait davantage de ceux qui les formulaient que de moi. Ma fille est revenue vers moi par un message bref. On doit parler. Je n'ai pas répondu immédiatement. Non par calcul, mais parce que je savais que toute parole prématurée risquait de rouvrir une plaie encore vive. J'ai attendu d'être prête à écouter sans me défendre, et à parler sans me justifier. Quand nous nous sommes vus, elle était tendue. Elle parlait vite, comme si le silence accumulé devait être comblé d'un des coups. Elle évoquait la honte, le regard des autres, l'impression d'avoir été désavouée publiquement. Je l'écoutais. Je ne contestais pas ses émotions, mais je ne prenais plus la responsabilité de les réparer. Tu aurais pu me comprendre, a-a-t-a-l dit. Je t'ai comprise, a-a-a j'ai répondu. Je n'ai simplement pas accepté. Cette distinction semblait nouvelle pour elle. Comprendre n'implique pas céder. Aimer n'implique pas s'effacer. Ces nuances, je les avais apprises tardivement. Elle devait les découvrir à son tour. Dans les semaines qui ont suivi, les tensions se sont déplacées ailleurs. Elle s'est disputée avec d'autres membres de la famille,
qui n'avait pas apprécié d'être mis devant le fait accompli. Des reproches ont émergé, anciens, longtemps contenus. Je n'étais plus le centre du conflit. Et cette décentration révélait l'étendue du malaise. Je me suis tenue à distance, sans disparaître. Présente quand on me sollicitait, absente quand on cherchait à m'entraîner dans des justifications sans fin. Cette posture nouvelle a déstabilisé. On ne savait plus comment me situer. Et cette incertitude, paradoxalement, me protégeait. Il y a eu des moments de tristesse, des fêtes passées sans invitation, des habitudes brisées. Je les ai traversées sans dramatiser, mais sans les nier. La perte faisait partie du prix à payer pour ne plus me trahir. Je l'acceptais, même si elle faisait mal. L'éclatement familial ne signifiait pas la disparition des liens. Il signifiait leur réorganisation. Certains se distendaient. D'autres se révélaient plus solides que je ne l'aurais cru. Une cousine m'a écrit pour me dire qu'elle avait vécu quelque chose de similaire. Une amie m'a confié qu'elle m'admirait, sans que je sache pourquoi ces mots me touchaient autant. Je comprenais alors que ce qui se jouait dépassait largement notre histoire personnelle. Quand une femme refuse d'être disqualifiée pour préserver l'ordre, elle ébranle plus qu'un équilibre familial. Elle remet en question une hiérarchie tacite, une manière de faire taire sans bruit. La famille ne s'est pas effondrée dans le chaos. Elle s'est fissurée, puis recomposée, autrement. Et même si cette recomposition restait instable, elle avait une vertu essentielle. Elle ne reposait plus sur mon silence. Ce n'était pas la fin d'un lien. C'était la fin d'une illusion. Après les remous, il a fallu apprendre à respirer autrement. Pas plus fort, plus juste. Ma vie n'a pas changé de décor du jour au lendemain, mais son rythme, lui, s'est transformé. Les journées n'étaient plus dictées par l'anticipation d'un reproche, ni par la crainte d'un jugement à venir. Je redécouvrais une forme de lenteur qui n'était pas gide, mais réparatrice. J'ai commencé par de petites décisions. Choisir mes horaires. Réorganiser mes papiers à ma manière. Répondre quand j'en avais envie, pas par réflexe. Ce n'était pas une rupture avec ma fille, mais une reprise de territoire intérieur. Chaque geste, aussi banal soit-il, me rappelait que je pouvais encore décider sans demander la permission. Je me suis remise à marcher longtemps, sans but précis. Juste pour sentir la ville, ses bruits, ses saisons. Dans ces promenades, je reprenais contact avec mes sensations, sans les filtrer. Le froid sur le visage, la fatigue dans les jambes, la satisfaction simple d'un café pris seul. Ces choses-là, autrefois anodines, devenaient des repères. Les relations ont changé de texture. Certaines se sont espacées naturellement. D'autres se sont approfondies. J'ai parlé davantage avec des personnes qui ne me demandaient rien, qui ne cherchaient ni à m'évaluer, ni à me protéger. Leur présence discrète m'aidait à me reconstruire sans effort. Avec ma fille, la relation entrait dans une phase incertaine. Ni rupture franche, ni réconciliation immédiate. Nous échangions peu, mais sans hostilité ouverte. Je savais que le chemin serait long, et qu'il ne dépendrait pas uniquement de moi. Pour la première fois, j'acceptais cette limite sans culpabilité. J'ai pris conscience que cette nouvelle vie n'était pas une récompense pour avoir tenu bon. C'était une conséquence logique d'un repositionnement. Quand on cesse de se contredire, certaines choses s'éloignent d'elles-mêmes. Ce tri n'était pas violent. Il était nécessaire. Je me suis surprise à sourire plus souvent. Pas d'un bonheur exubérant, mais d'un apaisement profond. Je dormais mieux. Mon corps, longtemps tendu, semblait comprendre avant moi que le danger s'éloignait. Je n'étais plus sur la défensive. Je n'attendais plus qu'on me dépossède. Il y avait encore des moments de mélancolie. Des souvenirs remontaient, surtout les bons. Je les accueillais sans amertume. Ils faisaient partie de moi, sans m'enfermer. J'avais cessé de les utiliser comme des preuves à charge contre moi-même. Je réfléchissais à ce que je voulais transmettre désormais. Pas une morale, pas une leçon, une posture, celle qui consiste à dire non quand le oui coûte trop cher, celle qui refuse d'être aimante au prix de l'effacement. Je ne savais pas si ma fille l'entendrait un jour, mais je savais que je pouvais l'incarner. Ce nouveau départ n'impliquait pas de grands projets. Il se tissait dans le quotidien, avec patience. Une nouvelle organisation, des habitudes choisies, des silences assumés. Je ne cherchais plus à réparer ce qui ne dépendait pas de moi.
Je construisais ce qui était à ma portée. En regardant cette période, je comprenais que la vraie transformation n'avait pas eu lieu au tribunal. Elle avait eu lieu en moi, quand j'avais cessé d'attendre une validation extérieure pour exister. Le juge avait vu clair, oui. Mais surtout, j'avais appris à me voir clairement moi-même. Cette nouvelle vie ne promettait pas l'absence de conflit. Elle promettait quelque chose de plus précieux. La cohérence. Et cette cohérence, fragile mais réelle, me permettait d'avancer sans me renier. Ce n'était pas une victoire. C'était un départ. Aujourd'hui, quand je repense à tout ce qui s'est joué, je comprends que l'accusation de folie n'était pas seulement une tentative de me discréditer. C'était une manière de reprendre le contrôle. Une manière de dire « ta parole ne compte plus, ta version n'est plus fiable, ta place peut être redéfinie sans toi ». Ce mécanisme-là, je ne l'avais jamais nommé auparavant. Je l'avais ressenti, subi, accepté parfois, mais je ne l'avais jamais regardé en face. Le juge a vu clair. Oui. Il a vu la cohérence de mes réponses, la continuité de ma vie, l'absence de preuves sérieuses derrière les inquiétudes brandies. Ah, mais ce regard extérieur, aussi important soit-il, n'a été qu'un révélateur. La véritable bascule s'était produite plus tôt, dans ce moment intime où j'avais cessé de douter de ma propre perception. J'ai longtemps cru que l'amour maternel exigeait de tout encaisser, de comprendre sans être comprise, de pardonner sans poser de limites. J'ai confondu patience et renoncement, protection et effacement. Cette confusion m'a conduite à accepter des choses que je n'aurais jamais acceptées d'un étranger. Parce qu'elles venaient de ma fille, je les pensais légitimes. Elle ne l'était pas. Je ne raconte pas cette histoire pour accuser ma fille. Elle a agi avec ses peurs, ses certitudes, ses propres fragilités. Elle a cru bien faire. Peut-être a-t-elle cru me sauver de moi-même. Mais sauver quelqu'un contre sa volonté, en niant sa parole, n'est pas un acte d'amour. C'est une prise de pouvoir. Et cette vérité-là est difficile à accepter, surtout quand elle concerne un lien aussi intime. Ce parcours m'a appris que la dignité ne se négocie pas. Qu'elle ne dépend ni de l'âge, ni du regard des autres, ni même de l'approbation de ceux qu'on aime le plus. Elle naît du moment où l'on cesse de collaborer avec un récit qui nous plaît. Ni. Ce moment peut être discret, presque invisible. Mais ses effets sont profonds. Je n'ai pas gagné une bataille contre ma fille. J'ai mis fin à une confusion. J'ai repris ma place, non pas au-dessus d'elle, mais à côté, là où une mère devra toujours se tenir. Présente, aimante si possible, mais jamais effacée. Cette place-là, je ne l'abandonnerai plus. Il reste des silences entre nous, des incompréhensions, peut-être des blessures ouvertes. Je ne prétends pas que tout est réparé. Certaines fissures ne se referment pas complètement. Mais elles n'empêchent pas de tenir debout. Elles rappellent simplement le chemin parcouru et le prix payé. Si je m'adresse aujourd'hui à celles et ceux qui se reconnaissent dans cette histoire, je voudrais leur dire ceci. Être accusé de folie quand on dérange est une stratégie ancienne. Elle vise à faire douter, à isoler, à disqualifier sans débat. Ne la sous-estimez pas. Mais ne la laissez pas non plus définir qui vous êtes. Votre cohérence, votre constance, votre calme sont des réponses plus puissantes que n'importe quel cri. Il n'est jamais trop tard pour dire non. Jamais trop tard pour reprendre la parole. Jamais trop tard pour cesser de s'excuser d'exister. La peur peut être forte, la solitude aussi. Mais ce qui attend de l'autre côté de cette décision vaut l'inconfort du passage. Je continue de vivre, simplement. Je fais mes choix. Je respecte mes limites. Je laisse aux autres la responsabilité de leurs émotions. Cette manière d'être n'est pas une fermeture. C'est une ouverture plus honnête. Elle ne promet pas l'harmonie parfaite. Elle promet quelque chose de plus solide. La vérité vécue. Si je devais résumer tout ce que cette épreuve m'a appris, je le ferais sans grand discours. Avec une phrase que j'ai longtemps confondue avec la résignation, alors qu'elle était, en réalité, une force silencieuse. Le silence peut aussi être une forme de justice.